Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous pouvez pas intervenir. On ne vous voit pas non plus. On pourrait échanger évidemment à travers le chat, hein. Donc je vois que certains commencent à réagir. Voilà. Donc on vous souhaite une bonne soirée. On est bien content de vous retrouver. On organise, hein, ce webinaire à l'initiative, d'Eva, avec la gentille collaboration d'Audrey, hein, qui va nous présenter en fait les évolutions en fait, à la fois de la formation Dynamo 1, mais surtout du cadre réglementaire, hein, qui conditionne, ou du moins qui déclenche cette évolution, qui en fait voilà, se fait presque au jour le jour, hein. Ça continue d'évoluer. Donc, Exactement. des dates vont être importantes, vous le verrez. Il y a des aspects qui changent et qui se précisent. Bon, ben, ça va être l'occasion de vous parler de tout cela, hein. Donc, si vous voulez bien, il n'est pas encore tout à fait l'heure, hein, puisqu'il est 17 heures. Alors, attendez, j'ai 12. Voilà. Donc, à quelques minutes près, on va encore attendre quelques-uns, voilà, si des gens sont en retard, pour qu'ils puissent profiter de tout. Donc, vous avez suivi, donc peut-être pour certains, vous êtes en train de suivre la formation FIBAT Dynamo 1. Entre l'année passée et maintenant 2024, oh là, il y a eu évidemment des évolutions importantes dans le cadre, hein. Donc c'est aussi pour ça, hein, qu'on met en place en fait cette possibilité de s'informer, pour connaître un petit peu justement ces nouveautés, ce qui devient obligatoire, qui réforme un petit peu ce que vous aviez appris, si vous aviez suivi votre formation en 2023 ou 2022 ou avant, par exemple. Voilà, donc il est quelle heure là maintenant? Il est 13. Voilà, 13. Donc, dans quelques minutes, ben, je passerai la parole à Audrey, hein, pour qu'elle puisse commencer. Donc, le principe, hein, de ce webinaire, je vous disais, vous nous entendez, vous nous voyez. Par contre, voilà, vous n'avez pas accès, ni au micro, on ne vous entend pas, et on ne vous voit pas, hein, bien sûr. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas du tout hésiter à utiliser le chat pour nous questionner. Moi, je vais collecter les questions, hein. Je vais pouvoir essayer de répartir ça par thématique pour pouvoir ensuite les passer à Audrey, bah, qui vous répondra de façon, à mon avis, groupée, plutôt en fin, hein. Elle va commencer par une présentation, en gros, d'une trentaine de minutes. Et puis, au terme de ces 30 minutes, bah, vous aurez différentes réponses à vos questions déjà posées, ou le moment sera de poser vos questions si vous le souhaitez. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend pour l'heure, pour ainsi dire, qui arrive. Donc si on veut, là cette fois-ci, est-ce que, ben non, encore une minute de patience si on veut bien, pour que tout le monde ait le temps de se connecter encore. Donc vous êtes nombreux, hein, on vous remercie, hein, d'être présents tous, enfin, pas tous, mais en tout cas un grand nombre, hein. En tout cas les meilleurs, hein, sont là forcément, hein. Donc, voilà, hein. Donc on va pouvoir, si on veut bien, commencer, et à ce moment-là, je vais passer la parole à Audrey. Ben, Voilà, c'est donc parfait. je vous Merci remercie. Je vous Marc. remercie. Alors, bienvenue à tous. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Normalement, vous avez un écran que je partage avec vous. Le sujet, ce sont les évolutions de l'audit énergétique. Voilà, vous avez tous suivi la formation Dynamo 1. Et certains n'ont pas forcément suivi l'évolution applicable au 1er janvier 2024. Donc, le sujet, c'est un webinaire, un support de présentation que je vais dérouler avec vous, environ une trentaine de minutes. On va aborder les sujets essentiels, en fait, ce qui a changé, essentiellement ce qui a changé. Ce support de formation, il vous sera remis, d'accord? Il vous sera remis avec quelques éléments complémentaires de mise à jour, et Paul Eva, et notamment Marc, va se charger de vous faire un envoi probablement à partir de demain ou après-demain, de la même façon que vous avez reçu le lien pour vous connecter aujourd'hui. Donc,
tout ce qui vous avez à l'écran, tout ce qui va être déroulé, en fait, vous sera fourni et remis. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà, ça c'était pour les petites explications et l'intendance. Alors, nous voici sur l'évolution du dynamo 1. Hop, et j'avance. Voilà. Dans le cadre réglementaire, puisque le sujet, effectivement, de quoi parle-t-on? On va parler du cadre réglementaire de l'auditeur et de l'audit énergétique. Pour vous situer un petit peu, ce qui est concerné, ce sont les monopropriétés, d'accord? Les monopropriétés, c'est-à-dire toutes les maisons individuelles et les bâtiments de plusieurs logements qui sont en monopropriété, donc avec un seul propriétaire. Le cadre réglementaire de l'audit énergétique, on va le trouver sous deux formes extrêmement distinctes. Et la première forme, celle que vous voyez à l'écran, c'est dans le cadre d'une vente. C'est-à-dire que depuis avril 2023, et notamment depuis le 1er janvier 2024, toutes les monopropriétés qui sont classées passoires énergétiques, c'est-à-dire en F ou en G, doivent être obligatoirement suivies d'un audit énergétique réglementaire que l'on appelle également audit obligatoire. Petite subtilité, à partir du 1er janvier 2025, et on est déjà quasiment fin octobre, c'est-à-dire demain ou après-demain, ça ne sera plus uniquement les classifications en F ou en G, mais ce sera les classifications en E, F, G, qui seront obligatoirement suivies d'un audit énergétique dans le cadre d'une vente d'un bien. Juste un rappel, la copropriété, les bâtiments en copropriété et donc les appartements en copropriété ne sont pas soumis. Ça fait l'objet de la formation copropriété et c'est à l'échelle de la copropriété et pas du logement, bien évidemment. Qui peut réaliser cet audit énergétique? Voilà, aujourd'hui, vous avez en fait à l'écran toute personne qui peut réaliser dans un contexte réglementaire l'audit énergétique. Attention, qui peut réaliser l'audit énergétique, ce n'est pas une notion de capacité ou de compétence, c'est une notion de qualification. C'est-à-dire que tout professionnel titulaire d'un signe de qualité, tous ceux qui sont bureaux d'études, qui sont maîtres d'œuvre, doivent avoir une qualification auprès de Calibat ou auprès de l'OPQEBI, ce qui va permettre en fait de faire un audit énergétique réglementaire, soit obligatoire pour la vente d'un bien, soit obligatoire pour aller chercher les aides de MaPrimeRénov'. Tous les architectes inscrits à l'ordre qui ont suivi la formation Dynamo 1 ont cette qualification en tant qu'auditeur énergétique. Ce qui a évolué, c'est que les sociétés d'architecture, dont l'un des architectes associés, attention, inscrit à l'ordre également, a suivi cette formation, font partie des personnes qui sont qualifiées, d'accord, avec un signe de qualité pour l'audit énergétique. Et aujourd'hui, on retrouve les diagnostiqueurs immobiliers. Attention, les diagnostiqueurs immobiliers doivent faire l'objet d'une formation complémentaire et d'une demande de qualification pour pouvoir également réaliser l'audit énergétique version réglementaire. Vous avez donc à l'écran un petit peu un déroulé avec toujours cette passerelle directe pour les architectes inscrits à l'ordre et cette notion de référent technique pour tous ceux qui vont demander une qualification donc systématique auprès de l'OPQEBI ou Calibat. Les architectes ne sont pas concernés par rapport à cette qualification. Le référentiel a un petit peu évolué, d'accord? On demande pour tous ceux qui vont faire l'objet d'une qualification auprès de l'OPQEBI et de Calibat, soit de diplôme, soit d'années d'expérience à travers déjà les métiers de la rénovation énergétique. Il faudra également justifier de moyens matériels mis au minima à disposition et dans ces moyens matériels, vous retrouverez le logiciel d'évaluation énergétique. Maintenant,
on va venir directement traiter le sujet des missions de l'auditeur. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'audit énergétique volontaire que vous connaissiez? L'arrêté du 17 novembre aujourd'hui, il précise des éléments qui sont très importants à prendre en compte dans vos métiers d'auditeur. Et vous les voyez à l'écran apparaître en rouge. L'auditeur, il va avoir pour objet de dresser l'état des lieux des performances énergétiques du bâtiment. Jusqu'ici, rien ne change. Identifier les déperditions thermiques, identifier un diagnostic du mode constructif, des caractéristiques architecturales, thermiques, énergétiques du bâtiment. Mais attention, le travail de l'auditeur aussi, c'est de répertorier les éventuelles pathologies du bâtiment. Alors, derrière les éventuelles pathologies du bâtiment, il n'y a pas forcément un DTG, d'accord? Surtout pas. C'est des pathologies visibles, mais qui devront apparaître et être notées sur l'audit énergétique. Deuxièmement, dans ce qui change, il devra proposer des travaux, et ces travaux devront permettre de se caler sur l'amélioration du confort thermique du bâtiment, de traiter de la qualité de l'air intérieur, et on va demander à chaque scénario de parvenir à une rénovation énergétique performante. Ça veut dire que les scénarios de l'audit énergétique devront obligatoirement, systématiquement, les deux, apparaître en étiquette B ou A, sauf dérogation. Dans les exigences de l'auditeur, il y a au moins une visite sur site du logement en présence du propriétaire ou du mandataire, avec une notion d'impartialité. Le mandataire serait l'agent immobilier pour l'audit obligatoire, le propriétaire pour l'audit volontaire dans le cadre d'une demande d'aide. Un rapport de synthèse sera systématiquement demandé, notamment pour les demandes d'aide. Attention, l'auditeur ne peut pas sous-traiter tout ou partie de son audit énergétique. L'auditeur doit réaliser l'intégralité de son audit énergétique. Et une notion ultra importante, c'est que l'audit a une durée de validité de 5 ans. Ça veut dire que l'auditeur doit tenir tous ses audits énergétiques à la disposition des propriétaires successifs pendant la durée des 5 ans. Il doit également, à la demande des acquéreurs, des futurs acquéreurs, de ceux qui auront l'audit énergétique, il devra leur délivrer toutes les informations nécessaires sur les propositions de travaux qu'il aura réalisées. Et il devra attester, d'accord, de la réalisation des travaux qui seront présentés dans l'audit. En clair, la mission de l'auditeur ne s'arrête pas au moment où il remet l'audit au particulier. La mission de l'auditeur s'arrêtera au moment où les travaux auront été réalisés et qu'il devra vérifier sur facture uniquement, bien sûr, sans déplacement, tous les travaux qui auront été présentés dans l'audit, puisque l'audit énergétique version volontaire va demander des gains énergétiques pour accéder aux aides financières. Il faut bien vérifier à la fin de la mission que tout le gain énergétique et les données d'entrée sont bien réalisés par le biais de factures de travaux. Le professionnel qui est chargé de réaliser l'audit énergétique doit être complètement indépendant et impartial, ne pas avoir de lien, d'accord, avec le propriétaire ni le mandataire. En clair, vous ne pouvez pas faire votre audit pour vous, vous ne pouvez pas le faire pour votre famille, ni avec des liens de subordination. Maintenant, nous voici dans la proposition des 2 scénarios obligatoires. Ça veut dire que votre audit énergétique devra obligatoirement, au-delà de tout le descriptif de l'état des lieux, proposer 2 parcours de travaux. Aujourd'hui, on appelle ça un parcours accompagné, une rénovation d'ampleur. Et à travers ces parcours de travaux, vous aurez 2 scénarios à proposer. Le premier scénario et le deuxième scénario doivent obligatoirement atteindre l'étiquette B au minimum en fin de proposition. D'accord?
Il y a des dérogations possibles, effectivement, notamment en classe C, si jamais on est classé F ou G. Votre premier scénario devra obligatoirement passer par une étape, c'est-à-dire un petit peu comme si vous faisiez les travaux. La première étape doit être construite de cette façon, c'est-à-dire au minima un gain de 2 classes énergétiques. Et en plus des 2 classes énergétiques, il faudra proposer dans votre projet de travaux 2 postes d'isolation. 2 postes d'isolation à minima, dont les menuiseries, si elles sont notées insuffisantes. Les 2 postes d'isolation doivent représenter pas forcément la surface totale à rénover, mais un minimum de 25% de cette surface. Quand la première étape est construite de cette façon-là, il sera à la charge de l'auditeur de vérifier la ventilation et de justifier si elle lui semble fonctionnelle ou non fonctionnelle. Si la ventilation est jugée non fonctionnelle, elle devra également faire partie de la proposition de l'étape 1. Une fois que vous aurez construit votre étape 1, il faudra terminer cette étape par le biais d'une deuxième étape et amener donc le projet de rénovation en classe B ou C, si dérogation. Vous avez toutes les dérogations à l'écran, au fur et à mesure, vous pouvez les lire. Votre deuxième scénario, lui, il peut se faire en une fois, en une seule étape. Il peut très bien ressembler au premier, comme être complètement différent. En tout cas, on lui demande également d'ouvrir le champ des possibles et de proposer un scénario qui sera au minimum en classe B. Les 6 postes de travaux sont les suivants: l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation des toitures, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Vous pourrez y rajouter toutes les interfaces associées, que l'on appelle également travaux induits associés. Cet audit énergétique va donner lieu à un rapport de synthèse. Et aujourd'hui, le rapport de synthèse et le rapport d'audit énergétique a une trame préformée. Quel que soit le logiciel que vous utiliserez, il faudra utiliser un logiciel évalué, on va revenir dessus, et parallèlement, il faudra sortir une trame qui ressemblera, quel que soit le logiciel, à la même chose. Votre rapport de synthèse, il doit être remis dans un délai de 1 mois à compter de la date de la visite. Ça n'a pas changé, c'était déjà le cas. Et il y aura un récapitulatif standardisé qui va comporter l'intégralité des données renseignées par l'auditeur, d'accord, y compris les hypothèses de calcul. Et cette étude standardisée au format XML sera répertoriée sur l'observatoire de l'ADEME. Tous vos audits énergétiques seront fichés sur l'observatoire de l'ADEME et seront suivis d'un numéro. Tous les audits sont numérotés et tout le monde peut aller récupérer votre audit énergétique, le vérifier, le contrôler sur l'observatoire de l'ADEME. L'audit énergétique est fait sur une méthode de calcul que l'on appelle réglementaire ou conventionnelle, c'est du 3CL DPE 2021. En clair, c'est le même moteur de calcul que le DPE. Tous les audits sont sur cette même forme de calcul. Quand on était sur la base de l'audit volontaire, on avait encore le choix de certaines méthodes de calcul. Vous avez le lien qui va vous donner directement la liste des logiciels qui sont évalués en tant qu'auditeur pour faire un audit réglementaire, donc qui sera soit pour la vente, soit pour aller chercher des aides financières de MaPrimeRénov'. Il faudra obligatoirement utiliser un logiciel qui fait partie de cette liste, c'est-à-dire qui aura fait l'objet d'une évaluation auprès du CSTB. D'accord? C'est indispensable. Attention, beaucoup de logiciels ne sont pas évalués, ne le sont toujours pas. D'accord? Ça veut dire que vous ne pouvez pas rendre un audit dans le cadre d'une aide financière ou d'une vente si vous utilisez un logiciel qui n'a pas eu ou qui n'a pas fait l'objet de cette évaluation-là. Du coup, je vous fais un petit récap de tout ça. Vous allez retrouver dans la partie orange
tout ce qui fait partie du cadre réglementaire de l'audit énergétique. Que votre audit énergétique, il soit fait pour la vente d'un bien, qu'il soit fait pour aller chercher les aides financières, le tronc commun, c'est la partie orange. Donc, dans tout audit énergétique, on trouvera un état des lieux du logement, systématiquement. On trouvera un descriptif complet des équipements, du mode constructif. Et j'insiste sur les caractéristiques architecturales et les pathologies du bâtiment, parce que ça, aujourd'hui, ça fait partie du travail de l'auditeur. On demande également à l'auditeur de nommer les conditions d'aération ou de ventilation du logement, et ça doit apparaître dans le descriptif de l'audit énergétique. Vous devrez faire une proposition avec un parcours de travaux, notamment 2 scénarios. Le premier scénario en 2 étapes, le deuxième scénario en 1 étape si besoin. La méthode de calcul, c'est donc du 3CL DPE 2021. Et les consommations qui seront prises en compte pour votre étiquette énergétique, ce sera les consommations sur 5 usages. Pour chaque étape que vous proposerez, on va demander de nommer les critères de performance minimale de l'audit énergétique. Ça, c'est normal. Ce sont vos données d'entrée. Ensuite, on va demander à l'auditeur de donner l'estimation TTC des travaux proposés, y compris les travaux induits indissociables. Et on demandera à l'auditeur de justifier de sa base de données et de justifier d'où il a pris les tarifs et des montants des travaux qui seront proposés. Il doit juste renseigner et identifier les aides financières mobilisables. On va lui demander de vérifier éventuellement le traitement de certaines interfaces et d'estimer les économies d'énergie. Ça, grâce au logiciel, les économies d'énergie, les interfaces, tout sera fait sans aucun souci. Sur la partie verte, vous allez avoir toute la partie complémentaire du cadre incitatif, c'est-à-dire que derrière ça ou à travers ça, l'audit énergétique, il reste quand même un outil d'aide à la décision sur un programme de travaux. Ça veut dire qu'au-delà du tronc commun de l'aspect réglementaire, vous pourrez rajouter les éléments comme proposer un 3e scénario, utiliser une méthode comportementale pour intégrer l'usage domestique ou la vie des occupants, ce qui n'est pas pris en compte dans la partie cadre réglementaire de l'audit énergétique. Et également, approfondir certaines recommandations comme les travaux liés entre eux, un planning de travaux, un programme de travaux, ainsi de suite. Attention, j'insiste vraiment sur la partie réglementaire. Votre rapport a une trame qui est imposée. Et surtout, l'audit énergétique version obligatoire est opposable sur ces données d'entrée. Ça veut dire que, en tant qu'auditeur, vous devrez justifier de tous les éléments qui auront servi à l'état des lieux de votre audit énergétique. Voilà le récapitulatif. Vous aurez donc à votre disposition, dans les éléments qui vous seront remis, la séquence 17 et la séquence 18 remis à jour dans le parcours que vous avez suivi sur le Dynamo 1, où vous aurez la grille de relevé, d'accord, et tous les outils de l'auditeur qui vont vous permettre de bien identifier ce qui est opposable dans les données d'entrée. Lors de la visite sur site, il y a quand même des obligations du propriétaire, et notamment, vous sont répertoriés à l'écran tous les éléments que vous pourriez demander, réclamer, certainement que vous réclamez déjà, mais qui vont vous servir d'éléments importants pour justifier vos données d'entrée. Les plans, l'année de construction, l'invariant fiscal qui va permettre de justifier un élément qui pose litige souvent, c'est la surface habitable, puisque le coefficient diviseur de l'audit énergétique, c'est la surface habitable. Ça veut dire qu'il faut trouver un document qui va justifier, un document officiel de la surface habitable du logement.
Il faudra, si vous en avez la possibilité, récupérer tous les justificatifs d'entretien, de maintenance, des chaudières, etc. D'accord? Puisque à l'issue du diagnostic, à l'issue des aides financières, il y aura un élément à paramétrer qui est le carnet d'information du logement, qui servira à tout ça. Tout ce qui va être diagnostic antérieur peuvent servir de document officiel, et notamment le diagnostic de performance énergétique est un document officiel sur lequel vous pourrez statuer de la surface habitable. Pour ceux qui disent comment je fais pour la surface habitable, est-ce que c'est à moi à le refaire? C'est pas à vous à faire un calcul de surface habitable, ou du moins si vous le faites, parce que bien sûr vous savez le faire, ça fera l'objet d'une mission complémentaire. Mais on ne demande pas à l'auditeur de reprendre un calcul de surface habitable. On vous demande juste de la justifier. Tout ce qui est travaux, déjà réalisés, factures, etc., sont des éléments qui doivent vous être fournis et qui pourront faire l'objet de justification de données d'entrée. Les photos également, mais par contre, attention, les photos où on peut identifier le bien et la paroi concernée uniquement. Donc, la géolocalisation des photos, une photo d'ensemble, une photo de travaux, etc., etc. Voilà. Si jamais le propriétaire peut vous fournir déjà les travaux envisagés, s'il a déjà commencé à récupérer quelques devis, il peut et il doit vous fournir ces éléments-là. D'accord? Dernier point concernant l'audit énergétique. L'auditeur, il doit réaliser une visite sur site. Ça, c'est indispensable, accompagné du propriétaire. On vous précise en saison de chauffe si possible, mais c'est absolument pas une obligation. L'audit énergétique, on peut la faire toute l'année. D'accord? Les propriétaires seront interrogés sur l'utilisation de leurs biens, mais ça ne fait pas partie de le cadre réglementaire de l'audit, c'est-à-dire la partie orange de tout à l'heure, uniquement de la partie audit énergétique version aide à la décision. Voilà. Donc, l'appréciation du confort thermique, les dépenses annuelles, les habitudes d'utilisation et de gestion vont aider sur l'audit incitatif, sur la recherche des aides financières, mais en aucun cas ne feront partie de l'audit tel qu'on le connaît maintenant sur sa version obligatoire et réglementaire. Donc, je réinsiste sur l'état initial où on va retrouver une visite qui comprend l'évaluation de l'environnement du logement, la composition et l'état du bâtiment ainsi que de tous les équipements. C'est là où on est opposable sur les données d'entrée. On va pouvoir nommer les atouts et les faiblesses, d'accord, de cet état initial. Et on va le retrouver à travers l'audit réglementaire sur une forme insuffisant, moyen ou bon. Tout simplement, c'est comme ça que vous le retrouverez dans la version audit. Bien sûr, ça n'a pas changé. Le bâti ancien fait partie d'une étude bien plus approfondie. Dernier point qui est important et qui a changé dans l'audit énergétique, c'est les pathologies. Le repérage des pathologies est indispensable avant toute intervention d'isolation, bien sûr à traiter, et donc devra faire partie du référentiel de l'audit énergétique. Pathologie liée à l'eau, pathologie liée à l'air, pathologie structurelle, pathologie énergétique, système de chauffage qui ne fonctionnerait plus, etc., etc. C'est juste un contrôle visuel. Il n'y a pas du tout d'éléments plus sensibles à relever. Derrière tout ça, vous allez avoir accès à certains outils qui vous sont proposés pour vérifier vos hypothèses. C'est les outils que va vous demander notamment Calibat et l'OPQBI que vous pourrez mettre à disposition de l'entreprise. À travers ça, on vous a fourni une liste. Alors, vous n'avez aucunement l'obligation d'avoir tous ces outils à vous, d'accord? Vous pouvez faire part, ou du moins vous grouper pour faire une attestation de location, une attestation de prêt, d'accord? Mais en tout cas, thermomètre laser, vitromètre, hygromètre, humidimètre, détecteur de CO2, mesure des coefficients U, anémomètre, manomètre, porte soufflante, d'accord, et caméra thermique, feront l'objet en fait d'éléments qui pourront justifier les hypothèses.
mais seul le thermomètre laser et le vitromètre font partie de la liste du matériel requis pour votre qualification. Ce n'est pas toute cette liste-là. D'accord? C'est juste des outils complémentaires. Les différentes particularités et donc la fameuse séquence 17, vous la retrouverez dans les éléments qui vous seront fournis par rapport à ça. On va vous fournir également une grille d'évaluation de l'audit énergétique pour voir un petit peu, pour pouvoir vous auto-évaluer par rapport à vos audits énergétiques, d'accord? Et puis les modalités de chiffrage des travaux, qu'est-ce que vous allez retrouver? C'est-à-dire que dans la séquence 17, vous allez retrouver aussi comment vous pouvez justifier d'une base de chiffrage, parce que c'est le travail de l'audit énergétique, de chiffrer tout ça. À la fin du support, vous allez retrouver un outil d'entraînement, c'est-à-dire que vous avez tous suivi le fil rouge du Dynamo, c'est-à-dire la maison de monsieur et madame Geffroy. Vous pourrez vous entraîner à l'aide d'un logiciel évalué, si ce n'est déjà fait, de toute l'évaluation. Et donc, on vous a remis la maison de monsieur et madame Geffroy pour vous entraîner à faire votre propre modélisation avec une version un petit peu corrigée, si vous voulez faire ça en solo. Dans le choix des logiciels, la liste vous propose plusieurs logiciels qui sont évalués. Vous avez donc à l'image, à l'écran, notamment le lien en bleu, mais vous avez la liste des logiciels. Analysimo, Audit Expert, le DPO Win, le logiciel diagnostic, le DPO Win V3. Et puis, vous avez d'autres logiciels comme le Bati Audit, comme Playal, comme ClimaWin, qui sont plutôt des logiciels de thermiciens. Et puis, il y a des logiciels que l'on utilise encore pour les artisans, les architectes, comme Caprenov et Easy Energy. Ce sont des logiciels aujourd'hui qui ne sont toujours pas évalués, qui ne sont pas en cours d'évaluation, qui sont en cours d'évaluation pour la plupart, mais vous ne pouvez pas utiliser à ce jour ces logiciels-là pour l'audit énergétique réglementaire. Si jamais vous avez quelqu'un qui vous demande d'aller chercher des aides financières sur le projet de rénovation, Caprenov et Easy Energy ne peuvent pas être utilisés. Uniquement les autres logiciels que vous avez dans la liste. Donc voilà un petit peu les points de vigilance en rappel. Votre audit aujourd'hui est opposable sur ces données d'entrée, d'accord? Il appartient au bâtiment, donc ce sont des données d'entrée pour le bâtiment. Il est opposable et la durée de validité de l'audit est 5 ans. C'est-à-dire que vous devez tenir à jour et à disposition votre audit énergétique sur une durée de validité de 5 ans. Il doit être réalisé par une personne neutre et il y a une partie analyse architecturale pathologique qui a été ajoutée dans tout ce que l'on faisait avant qui n'existait pas. D'accord? Il s'agit d'un constat et non d'une étude de structure ou quoi que ce soit par rapport à tout ça. La dernière mise à jour de l'audit énergétique est envoyée par mail, d'accord, et est répertoriée sur le site de l'ADEME, de l'Observatoire de l'ADEME. Vous voyez à l'écran donc les données d'entrée de la maison que vous devez reconnaître de monsieur et madame Geffroy, où toutes les surfaces ont été répertoriées, tous les éléments qui doivent faire partie du calcul de l'audit a été retrouvé, y compris la gestion des ponts thermiques pour tous ceux qui souhaitent un petit peu s'aider par rapport à ça. Vous aurez également accès à la fameuse séquence 18 où les aides financières mobilisables ont été remises à jour. Et vous aurez le support direct avec les aides financières mobilisables en vigueur actuellement. Dernier point important. Au-delà de cette mise à jour de l'audit énergétique, si certains ne se sentent pas du tout à l'aise et ont besoin de venir manipuler une journée, un logiciel, évaluer et refaire un audit énergétique. Alors bien évidemment, ce coup-ci, pas celui de monsieur et madame Geffroy. Il y a la possibilité, parce que la demande a été nombreuse, de venir en salle et de travailler en solo ou en duo
sur un écran d'ordinateur, de manipuler un logiciel évalué, en l'occurrence probablement Bati Audit, hein, qui est un logiciel évalué et qui va servir en fait à de nombreuses études, qu'elles soient sur la maison individuelle, le collectif ou autre. Et vous avez à l'écran les futures dates qui sont proposées. Donc là, c'est vraiment une journée en présentiel, en salle, pour venir faire un audit énergétique directement avec une étude de cas concrète. À 17 h le soir, vous repartez avec votre logiciel, évaluez votre audit fait et une première manipulation accompagnée. Attention, ce n'est pas une prise en main de logiciel, c'est une prise en main de la méthode de calcul, de façon à ce que vous puissiez quand même rester maître sur le choix de votre futur logiciel. Mais c'est vraiment une journée qui va vous permettre de vous relancer pour ceux qui n'ont pas démarré sur l'audit énergétique, de vous relancer pour tous ceux qui sont bloqués un petit peu avec des logiciels type Caprenov ou autres qui n'ont pas été évalués et vous permettre réellement de passer le pas. C'est également une journée qui peut s'adresser à tous ceux qui vont vouloir passer accompagnateur Rénov et donc qui vont avoir la lourde tâche d'évaluer les audits énergétiques et de voir s'ils sont conformes ou pas pour bien comprendre toutes ces évolutions réglementaires. Vous aurez à l'issue du support là le lien directement pour le programme et parallèlement tous les détails par rapport à ça. Voilà, ben moi je vous remercie de votre attention. Je vous ai donc décortiqué un petit peu ce support qui vous est fourni. Et puis mais maintenant, je vais passer un petit peu à la réponse aux questions que vous avez posées dans le fil de discussion. Voilà, si je peux les récupérer. Merci Audrey, merci pour cette présentation très instructive et très importante. Oui, il y a eu un certain nombre de questions dans le fil de discussion, notamment sur le choix du logiciel, hein, Caprenov. Oui, on a utilisé Caprenov pour des formations. Caprenov, dans les évolutions qui sont produites, se trouve actuellement en cours de validation, mais il ne l'est pas encore, à travers Caprenov Plus. Bon, en fait, comme nous l'expliquait Audrey tout à l'heure, en fait, on vient se former non pas sur un logiciel, on vient se former sur un cadre réglementaire qui permettrait d'adapter cela en fonction des outils, hein. Je pense que Audrey peut répondre à cette question, hein. Quels sont les logiciels disponibles? Ça, on l'a vu. Il semblerait que Caprenov ne soit plus homologué. Bon, ben oui, ils sont en cours, hein. Caprenov Plus est en cours. Voilà, et en fait, bon, d'autres outils, hein, sont aujourd'hui présentés. Alors, on ne t'entend pas, Audrey. Je te redonne la parole. Hop là, est-ce que là vous m'entendez? Oui, ça remarche. Bon, j'avais coupé. Oui, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour l'audit, quand on était sur la version volontaire, c'est-à-dire absolument pas réglementaire, Caprenov faisait même partie des logiciels phares parce qu'ils avaient une puissance marketing très très intéressante. Ils sortaient un rapport qui était très facilement compréhensible et lisible pour le particulier. Quand la version réglementaire est parue, le CSTB, hein, personne d'autre y est pour grand-chose en fait, a proposé aux éditeurs de logiciels de venir faire évaluer leur audit, d'accord, leur logiciel, pour qu'ils fassent partie du train du réglementaire. Caprenov n'est pas passé à cette évaluation-là, d'accord, et du coup, ben, est resté un petit peu en marge. Tous ceux qui sont venus en formation à partir du moment où on a su que le logiciel n'était pas évalué, ont été déjà formés sur des logiciels, sur des DPE-WIN, sur des parties réglementaires de l'audit. Il est clair que Caprenov, ben, depuis quasiment 1 an et demi, dit on va être évalué, on va être évalué, on va être évalué, ce qui fait que beaucoup n'ont pas pris le train en marche et n'ont pas changé. D'accord? Moi, je ne lis pas dans la boule de cristal. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si vous utilisez Caprenov, vous ne pouvez pas faire d'audit réglementaire. Et quand on va venir vous chercher pour de l'audit, c'est pour des aides financières. Ça veut dire que si jamais vous avez un particulier qui veut des aides financières, vous êtes obligé d'utiliser un logiciel évalué. Voilà.
Donc, tous ceux qui ont été formés sur le dynamo avant qu'on sache que la partie réglementaire allait changer, bien sûr, ont été formés sur Caprénov maintenant, mais ça fait partie des mises à jour obligatoires. Moi, tous les 6 mois, tous les ans, l'audit énergétique, il change, il évolue, les aides financières aussi. Ça fait partie de mon travail d'auditeur que de me tenir à jour et de me former régulièrement sur tout ça. Voilà. Non, pas du tout. Alors, vous n'avez pas fait pour rien la base de l'audit parce que Caprénov, c'est quand même une base pour comprendre l'audit énergétique. Il suffit simplement de switcher sur un autre logiciel. Oui, l'ICIEL, c'est un logiciel qui est validé. Vous avez qu'à cliquer sur le lien quand le support vous sera remis, d'accord? Et vous aurez toute la liste des logiciels évalués. L'ICIEL fait donc partie d'un logiciel qui est évalué. Ensuite, l'audit énergétique tel qu'il est, il est extrêmement évolutif. C'est vrai qu'aujourd'hui, partir sur un logiciel qui va vous permettre peut-être de faire de la maison individuelle, du bâtiment collectif, de l'appartement, c'est peut-être aussi intéressant. C'est une autre forme de la partie audit énergétique. Voilà. Alors, une question L'idée, peut-être moi, je ne veux complémentaire. pas être... Pardon, Marc. Oui, Audrey, peut-être une question complémentaire dans ce que tu viens de dire par rapport au logiciel et sur l'aspect réglementaire qui a changé. On a une question en fait qui nous demande, voilà, j'ai fait un audit il y a plusieurs semaines avant les changements et aujourd'hui le client se décide à faire des demandes d'aide. Est-ce qu'il va pouvoir utiliser l'audit préalablement produit alors il a été fait avant la Alors, mise à jour? à partir du moment où il a été fait jusqu'au mois d'avril 2024 dans la seule et unique condition qu'il ait été enregistré sur le site de France Rénov, il peut faire l'objet en fin de parcours. À aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est quand même le 24 octobre, ça veut dire que tous les audits qui ont été faits, d'accord, post-avril 2024 ne sont plus recevables, hein, si jamais ils ont été faits avec un logiciel qui n'était pas évalué. Donc, en clair, si jamais votre audit date de février 2024, il pourrait faire l'objet d'accord de cette dérogation-là, dans la seule et unique condition qu'il ait été enregistré. Si jamais votre particulier, il a gardé ça dans le tiroir et qu'il le ressort juste maintenant, ça ne marche pas. Pour répondre à la dernière question, là, est-ce que les personnes qui ont suivi des formations auprès du pôle EVA sur Dynamo 1 seront tenues à jour, informées plutôt des mises à jour de la réglementation? Ben On oui, essaiera de faire, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. voilà, on essaye de le faire là actuellement. On essaiera bien sûr de continuer cette démarche, hein, mais on voit que voilà, tout est évolutif et que, ben, oui, heureusement qu'on a des formateurs qui se tiennent tout à fait informés de ces évolutions qui sont à Mais chaque fois je importantes. vais insister dessus, c'est de votre travail d'auditeur, c'est-à-dire que vous avez obtenu une qualification d'auditeur énergétique, d'accord? Donc là, on est bien au-delà de la formation. Vous êtes, comme moi, un auditeur énergétique. Et en tant qu'auditeur énergétique, on vous demande, dans votre métier, de vous tenir informé des évolutions réglementaires. Oui. Ça fait partie, en fait, de votre travail d'auditeur énergétique. Ce n'est pas forcément le rôle de l'organisme de formation de venir vous tenir à jour d'une évolution réglementaire. Là où on le fait, parce que forcément, il y a une incidence importante par rapport à toute la partie auditeur. Mon accompagnateur Rénov est arrivé dessus, etc. On pense que c'est important aussi de garder le lien et de se tenir à jour. Mais ça fait partie quand même de votre travail d'auditeur. Sachez que les aides financières, elles évoluent tous les ans. On est au mois d'octobre, ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri qu'au mois de janvier, ça change encore. Et c'est Ouais. votre travail d'auditeur de vous tenir informé de l'évolution des aides financières, hein, d'accord? Et donc voilà, et en fait le rôle rejoint un peu la question qui nous a été posée sur le type d'assurance qui doivent être prises pardon, pour un auditeur énergétique. Alors là, je ne sais pas si on saurait répondre, Oui, alors Audrey. logiquement, hein, attention, selon où vous vous positionnez, c'est un contrat spécifique, d'accord, en tant qu'auditeur énergétique. Si jamais vous restez dans le cadre réglementaire de l'audit énergétique,
tel qu'il existe maintenant, une RC Pro suffit. Tout ce qui est réglementaire fait l'objet d'une RC Pro. Ce qui n'était pas le cas au moment de l'audit volontaire, où on faisait beaucoup de préconisations, c'était du volontaire et donc on était plutôt sur de la décennale. Mais si vous restez sur le cadre réglementaire avec des propositions post-formées, c'est de la RC Pro. Dès que vous allez faire une proposition un peu plus précise, un peu plus chiffrée dans les détails des préconisations, c'est-à-dire des données d'entrée sur les performances d'une machine ou autre, attention, vous basculez automatiquement dans la partie décennale. Ouais, donc là, il faut être vigilant, en effet. Une autre question, alors qui nous mène, plusieurs questions un peu dans la même thématique, qui nous mène sur la différence entre Dynamo 1 et Dynamo CoPro. En fait, on a une question, un bâtiment collectif en monopropriété de 15 logements, est-ce qu'il peut être réalisé avec Dynamo 1 en tant qu'architecte, et est-ce que ce bâtiment collectif est toujours une maison individuelle, est toujours analysé comme une maison individuelle? Alors, un bâtiment collectif avec un seul propriétaire, c'est une monopropriété, d'accord? Ça veut dire qu'on est un petit peu à cheval, mais votre qualification d'auditeur énergétique du Dynamo 1, c'est-à-dire la monopropriété, hein, c'est la première slide que je vous ai proposée, pourrait suffire, d'accord? Une copropriété avec des copropriétaires, d'accord? C'est de la copropriété, ça veut dire que c'est la formation Dynamo CoPro. Et cette qualification ne suffit pas. Et on ne va pas rechercher du tout les aides de la même façon. Et là, on ne parle même pas d'aide financière pour un logiciel évalué, etc. C'est un autre sujet. Oui, il y a vraiment deux aspects, CoPro, Dynamo 1, qui sont vraiment traités de façon différente. Alors, il y a une question qui rejoint un peu cette thématique, c'est l'obligation du MAR pour la copropriété. Est-ce qu'on a la même règle du jeu que pour l'habitat individuel? Là, on est vraiment sur le sujet de la copro, d'accord? Le MAR, c'est pour la maison individuelle, mais le MAR, c'est également pour la partie privative de la copropriété. Donc, le MAR peut être utilisé pour les deux. Dans la copropriété, l'AMO est obligatoire, d'accord? Mais ne passe pas forcément par un MAR. Mais l'AMO est obligatoire à l'échelle de la copropriété. Si dans votre copropriété, il y a des travaux, d'accord, privatifs d'intérêt collectif, ben, il faudra un accompagnateur offre pour le privatif. Voilà, c'est très clair. Une autre question, par rapport aux outils obligatoires, on a eu un slide qui concernait cela. En fait, c'était les deux premiers outils qui étaient obligatoires. Les autres sont facultatifs, sont bien, mais sont voilà. En fait, c'était vraiment les deux premiers. Donc, il suffira de regarder à nouveau. On vous le diffusera pour vous dire. On a eu cette question. Est-ce qu'on pourra avoir le PowerPoint? Oui, oui, c'est prévu. On vous le diffusera. De même qu'on enregistre tout ce webinaire qui sera de nouveau accessible à travers un replay si vous avez besoin de l'entendre entièrement, si vous n'avez pas pu assister dès le départ. Donc ça, c'est prévu. Concernant maintenant peut-être, alors c'est pas réellement une question, mais en fait par rapport au départ de la présentation, l'intervention en fait de l'auditeur énergétique, architecte, inscrit à l'ordre, pas inscrit à l'ordre, faisant partie d'une société, dans le cadre d'une société, une agence d'architecture dont un des associés est inscrit à l'ordre. Donc on a vu que ça ouvrait l'accès à l'agence de pouvoir aussi faire ses audits énergétiques. Est-ce qu'il y a une condition supplémentaire? Est-ce qu'elle est obligée de passer par un certificateur au PQIBI, Calibat ou autre pour pouvoir... Non, maintenant, en fait, il y a cette passerelle directe qui existe et qui n'existait pas. C'est ça. Donc ça a évolué, depuis peu. Parce que vous avez tous remonté cette information-là et que du coup, l'ordre a écouté et a négocié ça avec directement... Donc vous voyez, ça évolue presque tous les jours. Malheureusement, voilà, c'est un peu
un milieu. Alors c'est aussi la chance que vous avez d'une certaine façon, hein, c'est que vous êtes quand même aussi relativement précurseur, hein, auditeur énergétique, hein, comme vous l'a dit Audrey. En fait, vous êtes maintenant sur le même bateau, hein, que tout le monde. Et donc voilà. Et en fait, à travers vos questions et vos positionnements, hein, vis-à-vis de l'ordre ou autre, vous avez aussi la possibilité d'influer, hein, ce qui est en train de se passer. Euh, Voilà. Quelles questions encore, si on a un peu de temps, euh, les, en fait, diffuser l'ensemble des fiches de ce complément. Donc ça, on y a répondu, hein, puisque ça va être diffusé. Euh, Évaluer. Alors, comment évaluer l'ensemble des coûts induits? Sur quelle base, en phase d'audit réglementaire, peut-on le faire? Ben, tout simplement, alors, de par votre connaissance, dans l'arrêté, d'accord, il est écrit que l'auditeur a pour charge donc de donner l'estimatif des travaux de rénovation énergétique, y compris les travaux induits indissociables. Les travaux induits indissociables, c'est sur une liste, vous mettrez sur les aides de MaPrimeRénov' et vous allez trouver un petit onglet avec un lien sur le site des impôts qui vont vous donner la liste des travaux induits indissociables. C'est très réglementé, ce n'est pas nous qui décidons quels seront les travaux induits indissociables. À travers cette liste-là, on va vous demander, dans votre audit énergétique, d'estimer au plus proche le montant des travaux. Mais estimer le montant des travaux, c'est quand même extrêmement aléatoire, effectivement. Vous ne serez pas opposable sur cette donnée d'entrée dans la seule condition que vous pourrez justifier d'une base de données qui vous a servi à estimer ces montants-là. D'accord, ouais, c'est parfait. Donc, on a de nouveau une question, hein, sur l'assurance de la MAF, donc qui est une assurance spécialisée, hein, pour les architectes, la mutuelle des architectes français. Peut-elle suffire ou couvrir, hein, Oui, oui, oui. l'activité? Hein, Pour on est les bien dans ce cas-là. architectes, la MAF des architectes a déjà tout prévu, hein, tout est remonté, ils sont déjà au courant de tout, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, puis-je travailler en tant qu'auditeur énergétique, n'étant pas architecte, avec ma propre structure entreprise individuelle? Alors, là, c'est peut-être une question qu'il faut qu'on reprécise. Bah oui, mais à condition de vous être fait qualifier auprès de l'OPQ-EBI et de Calibat, d'avoir un numéro de qualification 1911 1905 auprès de l'OPQ-EBI. Voilà, donc passage par un certificateur, hein, c'est ce Oui. qu'on avait vu au tout début pour arriver à ça. Alors, juste la petite précision, entreprise individuelle, il faut juste lever le doute, hein, dans la question. Bien sûr, vous ne pourrez pas réaliser les travaux, hein. On est dans le cadre d'une entreprise qui ferait, oui, en effet, de l'audit, qui ferait du conseil aussi, mais qui n'intervient pas pour la réalisation des travaux, parce que là, évidemment, ça ne serait pas possible, hein. C'est bien ça, Audrey, hein. Exactement. Bon, ben voilà. Alors après, c'est très long la certification quand on n'est pas architecte. Oui, malheureusement, Oui. oui, ça rajoute des étapes, hein. Voilà, l'ordre a plaidé la cause des architectes, et a permis de. C'est vrai que quand on n'est pas inscrit à l'ordre, alors on peut être architecte diplômé d'ailleurs, hein, et ne pas forcément être inscrit à l'ordre, et malheureusement, on est soumis aux mêmes conditions, hein, de passer à ce moment-là par une certification. Voilà. L'audit, c'est Volontaire bien est-il ça. financé par l'État? Alors, si vous êtes d'accord, hein, je vais répondre à Hmm. la dernière question et puis après, vous cumulerez tout ça. L'audit volontaire aujourd'hui, l'audit réglementaire, hein, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'audit réglementaire qui est fait soit sur la base du volontariat pour aller chercher les aides de MaPrimeRénov', soit sur le cadre obligatoire dans le cadre d'une vente. Mais c'est un audit réglementaire. Il n'est plus financé par l'État, d'accord? Parce que c'est automatiquement obligatoire, incontournable quand on veut des aides financières. Donc, quand quelque chose devient maintenant incontournable ou obligatoire, ben, il n'est plus financé. Maintenant, il fait partie de l'enveloppe, d'accord? On peut l'inclure dans l'enveloppe selon le plafond que l'on peut obtenir dans la demande d'aide. Il peut être inclus dans l'enveloppe. Mais par contre, l'audit seul, isolé, s'il n'est pas soumis à un programme de travaux derrière, il n'y a plus d'aide par rapport à ça. Bon, ben voilà, c'est clair. Voilà.
J'espère sincèrement que j'aurai réussi à être assez claire, d'accord, dans tout ce que j'ai pu vous expliquer. Vous allez pouvoir relire à tête reposée maintenant que vous avez les explications, le support qui vous sera remis en PDF. Pour ceux qui se sentent pas ou qui sont accompagnateurs rénov, d'accord, qui vont devoir lire aussi des audits qu'ils n'auront pas fait, etc. N'hésitez pas à venir une journée. On redécortique tout ça, on retravaille la méthode de calcul 3CL. On le fait sur un cas concret parce que c'est toujours plus facile quand on manipule. Vous avez une vraie prise en main. Tous ceux qui m'ont vu sur la version 2024, fin 2023, vous avez déjà tous travaillé avec moi sur des logiciels évalués, dès qu'on a su effectivement que ça allait changer. Pour tous ceux qui sont restés sur Caprénov, d'accord, effectivement, ça vaut peut-être le coup d'aller, de faire attention et de venir un petit peu en complément, parce que vraiment, ce qui change, c'est l'opposabilité sur les données d'entrée. C'est le comparatif de notre audit énergétique avec un diagnostic de performance énergétique. C'est le même moteur de calcul. On devrait trouver exactement la même étiquette. D'accord? Donc, ça veut dire effectivement d'avoir un complément d'information. Alors non, vous ne pouvez pas venir avec votre propre cas, bien que ça serait une bonne idée, mais pourquoi pas? Voilà, à creuser. Eh ben, c'est gentil. Eh ben, voilà, on a tenu à peu près le tempo, hein. On vous Ouais, je vous remercie remercie à tous tous d'être et venus toutes. Eh nombreux, ben, hein. voilà. Voilà. Hein, on est tout à fait content qu'on ait pu vous réunir aussi nombreux. Donc bah voilà, on a encore des moyens de communiquer avec vous à travers voilà, les informations qu'on vous transmettra, hein, le replay, tout ce que vous, la présentation que vous venez de suivre. Et puis bah, on garde le contact, on vous salue et on vous dit très bonne soirée à tous. Merci.